nuit du 8 novembre 1921, au milieu des hurlements de la tempête, j'étais seule et je creusais comme un démon dans la tombe de John Martens. J'avais commencé à creuser dans l'après-midi parce qu'un orage se préparait, et maintenant qu'il faisait nuit et que l'orage grondait au-dessus des feuilles à l'épaisseur étrange, j'étais heureux. Je crois que j'avais eu l'esprit passablement dérangé par ce qui était arrivé le 5 août. L'ombre monstrueuse dans la maison, la fatigue, la déception, et enfin, au mois d'octobre, ce que j'avais vu au hameau pendant l'orage. Après ce dernier événement, j'avais creusé une fosse pour un homme dont je ne comprenais pas la mort. Je savais que les autres ne comprendraient pas non plus. Aussi leur laissai-je croire qu'Arthur Monroe avait tout simplement disparu. On chercha partout, mais sans pure perte. Les montagnards, eux, auraient pu comprendre, mais je n'osais pas les effrayer encore. Je semblais moi-même étrangement insensible. Le choc que j'avais éprouvé dans la maison sur la colline avait ébranlé mon cerveau. J'étais obsédée par la recherche de ce monstre qui avait pris dans mon esprit des proportions gigantesques, recherche que le tragique destin d'Arthur Monroe me fit jurer de garder secrète. Le décor de l'endroit où je creusais aurait suffi à ébranler les nerfs d'un homme ordinaire. Des arbres sinistres de taille anormale et d'aspect grotesque me contemplaient d'en haut comme les colonnes de quelque temple infernal, assourdissant le bruit du tonnerre et celui du vent, laissant passer quelques rares gouttes de pluie. Là-bas, au-delà des trous meurtris, illuminés par de faibles éclairs, se dressaient les pierres humides et couvertes de lierre de la maison abandonnée. Un peu plus près s'étendait le jardin hollandais, aux allées et aux massifs pollués par une végétation surabondante, blanche, fétide et corrompue, qui n'avait jamais reçu la pleine lumière du jour. Tout près se trouvait le cimetière familial, où des arbres difformes étendaient leurs branches folles, pendant que leurs racines, soulevant hideusement les dalles, suçaient les sucs vénéneux du sous-sol. De temps en temps, au-dessous du brun manteau de feuilles qui pourrissait et suppuraient dans l'obscurité de cette forêt antédiluvienne, je pouvais déceler les contours sinistres de ces petits monticules qui semblaient caractéristiques de cette région meurtrie par la foudre. C'est l'histoire qui m'avait amené à cette tombe ancienne. L'histoire, en fait, était tout ce qui restait, maintenant que tout le reste avait sombré dans un satanisme dérisoire. Je croyais alors que cette peur qui rôdait n'était pas une chose matérielle, mais un fantôme au croc de loup qui chevauchait les éclairs à minuit. Je croyais, en raison des nombreuses traditions locales que j'avais recueillies au cours de mes recherches en compagnie d'Arthur Monroe, que ce fantôme était celui de John Martens, mort en 1762. C'est pourquoi, comme un démon, je creusais dans sa tombe. La maison des Martens fut bâtie en 1670 par Gerrit Martens, riche négociant de la Nouvelle-Amsterdam, qui haïssait le changement apporté par la souveraineté britannique. Il avait fait élever cette magnifique demeure dans une forêt isolée, dont la solitude vierge et le décor étrange lui plaisaient. Sa seule déception était la fréquence des orages d'été. En choisissant cette colline pour y bâtir sa demeure, Mynheer Martens avait attribué ces phénomènes à une particularité de cette année-là, mais avec le temps il s'aperçut que l'endroit y était décidément sujet. À la fin, les orages lui donnant mal à la tête, il meubla une cave où il put se retirer pour échapper à leur vacarme infernal. On n'en
sait moins encore sur les descendants de Guérit Martens que sur lui-même, puisque tous furent élevés dans la haine de la civilisation britannique et rompirent avec les colons qui l'avaient accepté. Il menait une vie extrêmement retirée, et les gens disaient que leur isolement leur avait fait l'esprit lourd et la parole difficile. Physiquement, il présentait une certaine particularité héréditaire. Ils avaient les yeux verrons, l'un étant généralement bleu et l'autre brun. Leurs contacts sociaux se firent de plus en plus rares et à la fin, ils prirent femme dans les familles des serviteurs du domaine. Une grande partie de cette nombreuse famille dégénéra, s'en alla de l'autre côté de la vallée et se mêla à la population bâtarde qui devait produire cette race de pitoyables montagnards. Les autres s'accrochèrent obstinément à la demeure de leurs ancêtres, de plus en plus ancrés dans l'esprit de clan, de plus en plus taciturnes et de plus en plus sensibles aux orages. La plupart de ces renseignements parvinrent au monde extérieur par l'entremise de Jan Martens, le jeune personnage aventureux qui s'engagea dans l'armée des colons quand la nouvelle de la convention d'Alba parvint au monde des tempêtes. Ce fut le premier des descendants de Guérit Martens à voir le monde. Lorsqu'il revint en 1760, après 6 ans de campagne, son père, ses oncles et ses frères lui vouèrent la même haine qu'un étranger, en dépit des yeux qu'il avait verrons, comme tous les Martens. Il ne se sentait plus la force de partager les préjugés de sa famille. Les orages même de la montagne ne réussissaient plus à l'exciter comme autrefois. Au contraire, le pays le déprimait, et dans ses lettres à un ami d'Albanie, il souffrait fréquemment de son projet de quitter le toit paternel. Au printemps de 1763, cet ami d'Albanie, John Clifford, s'inquiéta du silence de son correspondant, surtout étant donné les circonstances et l'atmosphère querelleuse qui régnaient chez les Martens. Décidé à rendre lui-même visite à John, il s'en alla à cheval dans la montagne. D'après son journal intime, il arriva au mont des tempêtes le 20 septembre et trouva la maison dans un grand état de délabrement. Les Martens, êtres taciturnes aux yeux étranges, le rebutèrent par leur allure animale et négligée et lui dirent, dans leur voix rauque, que John était mort. Ils précisèrent qu'il avait été tué par la foudre l'automne précédent et qu'il était enterré dans le jardin mal entretenu, situé en contrebas. Ils lui montrèrent la tombe, nue, sans fleurs ni inscription. Les Martens déplurent à Clifford et leur comportement éveilla ses soupçons. Une semaine plus tard, il revint avec une bêche et une pioche pour fouiller le cimetière. Il découvrit ce à quoi il s'attendait, un crâne horriblement écrasé, comme s'il avait reçu un coup violent. Dès son retour à Albany, Jonathan Clifford accusa ouvertement les Martens de l'assassinat de leurs parents. On manquait de preuves légales, mais l'histoire se répandit rapidement dans la campagne, et depuis ce temps les Martens furent tenus à l'écart. Personne ne voulait avoir affaire à eux, et leur lointaine demeure, considérée comme maudite, était fuie de tout le monde. Ils réussirent cependant à ne dépendre de personne et à vivre des produits de leur domaine. Parfois des lumières venues de la lointaine colline attestaient qu'ils étaient toujours là. On les vit jusque vers 1810, mais les derniers temps, elles se faisaient de plus en plus rares. Pendant ce temps, il se formait à propos de la maison et de la montagne un ensemble de légendes diaboliques. On n'en évita que plus assidûment la maison, et la tradition s'accrut de tous les mythes imaginables. Personne n'alla au mont des tempêtes jusqu'en 1816, date à laquelle les montagnards finirent par remarquer qu'il n'y avait plus jamais de lumière. On y fit alors une expédition en groupe et
déjà ancien et des hangars improvisés montraient que la famille avait dû être très nombreuse les derniers temps. Son niveau de vie était tombé très bas comme le prouvait le mobilier délabré et l'argenterie dépareillée, qui devait être inutilisée déjà longtemps avant le départ des propriétaires. Malgré ce départ, on continua à avoir peur de la maison hantée. Cette peur s'intensifia lorsque des histoires de plus en plus étranges naquirent parmi les montagnards dégénérés. Abandonnés, redoutés et associés à jamais au fantôme de John Mardens, telle était encore cette nuit où je creusais dans sa tombe. J'ai dit que je creusais comme un démon, et c'est vrai. J'avais eu au fait de déterrer le cercueil de John Mardens. Il ne contenait plus que de la poussière et du salpêtre. Mais dans mon désir forcené d'exhumer son fantôme, je fouillais maladroitement et sans méthode au-dessous de l'endroit où il avait reposé. Dieu seul sait ce que je m'attendais à trouver. J'avais seulement l'impression que je creusais dans la tombe d'un homme dont le fantôme rôdait la nuit. Je ne puis dire à quelle profondeur monstrueux j'atteignais avec ma bêche. Bientôt mes pieds traversèrent le sol et je tombai dans un trou. Étant donné les circonstances, c'était un événement prodigieux. L'existence d'un souterrain confirmait mes théories les plus folles. Ma lanterne s'était éteinte dans ma chute, mais je tirais ma lampe de poche et examinais le tunnel qui s'étendait à l'infini dans deux directions opposées. Il était largement assez vaste pour qu'un homme s'y glissât, bien que nul être saint d'esprit ne s'y fût risqué en un pareil moment. J'oubliais le danger, la raison et le souci de la propreté dans mon idée fixe de faire sortir le démon de sa cachette. Je pris la direction de la maison et me glissai avec témérité dans l'étroit boyau. J'avançai rapidement en rampant, tâtonnant comme un aveugle et ne me servant que rarement de ma lampe. Quelle langue pourrait décrire ce spectacle? Un homme perdu dans les entrailles de la terre avançait dans se tordant, respirant avec peine, grattant le sol comme un fou dans les détours ensevelis de cette obscurité sans âge. Le temps était aboli, je ne me souciais plus du danger. J'avais même oublié le dessein que je poursuivais. Certes, il y a là quelque chose d'ignoble, mais c'est pourtant ainsi que la chose se passa. À la fin, le souvenir même de la vie s'effaça, et je ne fis plus qu'un avec les taupes et les larves des profondeurs. Ce ne fut vraiment que par accident que j'appuyai sur le bouton de ma lampe électrique, de sorte qu'elle se mit à briller mystérieusement dans le boyau de terre desséché qui continuait à se tordre et s'allonger devant moi. J'avançais sans doute depuis un certain temps et ma pile était presque à bout de course. Lorsque le couloir remontant brusquement, je dus changer ma manière d'avancer. Je levai les yeux nullement préparés à voir briller au loin de reflets démoniaques de ma lampe expirante, de reflets d'une luminosité funeste sur laquelle le doute n'était pas permis, éveillant en moi des souvenirs vagues et affolants. Je m'arrêtai automatiquement mais n'eus pas l'intelligence de retourner sur mes pas. Les yeux approchaient et pourtant, de la créature à laquelle ils appartenaient, je ne distinguais qu'une griffe. Mais quelle griffe! Puis très loin au-dessus de ma tête, j'entendis un craquement que je reconnus. C'était le tonnerre de la montagne, saisi d'une fureur hystérique. Je remontais déjà depuis quelque temps et la surface maintenant n'était plus très loin. Au bruit assourdi du tonnerre, ses yeux
sans cependant me faire perdre complètement connaissance. Dans le chaos de terre glissante et mouvante, je griffais et me débattis jusqu'au moment où la pluie tombant sur mon visage me ranima. Je m'aperçus alors que j'étais revenu à la surface dans un endroit qui m'était familier, une pente abrupte et sans arbre de la montagne. D'autres éclairs illuminèrent le sol défoncé et les restes du bizarre petit tertre qui s'étendait depuis le sommet boisé, mais il n'y avait rien dans ce chaos qui me révéla l'endroit d'où j'étais sorti du souterrain mortel. Mon cerveau également était un chaos, mais en apercevant au loin une lueur rouge, je compris par quelle horreur je venais de passer. Lorsque,